on a trop souvent l'habitude, nous en tant qu'occidentaux, de penser que l'art est une représentation de quelque chose qui existe en soi. Vous voyez, on dirait, bon voilà, la société fonctionne d'une certaine façon, et il y a des représentations artistiques qui parlent. L'hypothèse anthropologique plus lourde serait, dans les explorations, dans la production de ces cathédrales-là, dans la production de ces formes artistiques-là, il existe effectivement une production de l'époque. Vous voyez, il n'y a pas une volonté consciente d'éduquer. Vous voyez, effectivement, quand Norbert dit, bon voilà, il montre l'enfer, il montre le jugement dernier. Est-ce que le mec qui fait ça, il a une sorte de vision idéologique, pour dire comme ça, avec nos mots, non, dans sa tête, et il veut dire attention, hein. Moi, je pense plutôt que le mec qui fait ça est en train d'explorer son monde. Explorer et produire à la fois. L'exploration n'est pas une exploration de ce qui existe déjà, vous voyez, est une exploration-production, hein, dans laquelle, effectivement, à l'instar du biologiste moléculaire d'aujourd'hui qui dit, mais qu'est-ce que produit la vie? Quelle est l'articulation, quel est l'agencement moléculaire qui, à travers certains circuits, certaines boucles, feedback, etc., des rétroactions, tout à coup va émerger la vie. De la même façon, l'artiste, à mon avis, le biologiste moléculaire, dans cette exploration, on le sait très bien, il n'est pas simplement en train d'explorer ce qui existe, il est en train de formater un monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les fruits de la biologie moléculaire modifient, par exemple, toute l'industrie agroalimentaire, l'écosystème, etc. Je pense que de la même façon, celui qui produit la cathédrale, qui produit cette musique-là, est en train d'explorer et produire ces mondes analogiques. C'est l'hypothèse lourde. Et alors, deux petits points, juste comme ça, d'une façon grossière, mais juste pour voir comment est-ce qu'on peut continuer après par rapport à ça. Non? Alors, j'arrive pas à me relire. Non. Oui, bien sûr, au contraire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme les images publicitaires d'aujourd'hui? Est-ce que ça peut renvoyer à ça aussi? En fait, à travers les images de la publicité aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un message de conditionnement. Et des productions du monde. Voilà, et puis je crois, mais... et production, reproduction. Hein. La place de la femme, parce que là, souvent on voit la place de la femme, d'ailleurs, qui apparaît. Enfin, il y a toutes les valeurs d'une époque, finalement, qui sont mises sur le devant. Après, sur la question des monuments, des objets comme ça, d'époque, moi j'ai toujours en image le 2001, le film, où on voit le monument là qui apparaît régulièrement, selon les époques. Le même monolithe, voilà. Et qui reste une inconnue. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça représente. Il y a un truc qui est un peu compliqué pour cette analyse. Enfin, c'est pas forcément compliqué, c'est un fait, mais c'est que jusqu'à ça va commencer un tout petit peu là après. Il y aura des œuvres qui seront vraiment des œuvres un peu autonomes, des artistes vont faire pour eux, mais ça sera très très rare quand même. C'est que souvent c'est quand même des commandes, et des commandes soit de l'Église, soit des puissants, soit des bourgeois, mais pas forcément comme aujourd'hui. Hein. Je crois pas. La plupart du temps, c'est des commandes aujourd'hui. À part les artistes, j'ai envie de dire, entre guillemets, les vrais, quoi. Les artistes comme il y en a toujours eu. Mais en général, c'est des commandes aujourd'hui. Il n'y a pas de commande. Il y a de la commande publique un petit peu, mais la grosse partie de la création, c'est de la création qui se fait pour des privés, dans des galeries, dans des fondations, dans des trucs comme ça. C'est pas des commandes, et c'est pas des commandes de galeries. Enfin, je suis désolé, c'est pas de la commande. Hein. La commande, c'est vraiment un truc, c'est rikiki par rapport à la création actuelle en art plastique. Il y a trois niveaux dans l'art plastique et musical aujourd'hui. C'est le niveau des commandes, qui sont des commandes des mécènes et des gens qui doivent investir, etc.,
dans quelque chose qui est de fabrication de la rareté. Vous voyez bien qu'est-ce qui se passe avec les marchés de l'art contemporain, c'est une sorte de fabrication de la rareté. N'est-ce pas? On cherche quelque chose qui soit rare par dénomination pour lui donner une valeur marchande. Il y a un deuxième niveau qui est effectivement le niveau dans lequel les gens produisent plus ou moins pour des galeries, mais il y a un soubassement très très large, très profond, des milliers, des centaines de milliers de gens qui aujourd'hui, dans cette idée de l'appel, comme dirait Nietzsche, d'être appelés par l'époque, aujourd'hui sont en train de produire des formes artistiques qui sont en train effectivement d'influencer la société et très très fortement, et que sont des milliers de jeunes et de moins jeunes, mais il y a surtout beaucoup de jeunes, qui dans un monde d'école de commerce, dans un monde archidisciplinaire, que c'est le monde qu'on donne à voir, la vérité c'est qu'il existe tout autour et au-dessous de ce monde-là des réseaux immenses de gens qui, contre toute logique utilitariste, sont en train de produire quelque chose où il suffit de voir la souffrance et le mal-vivre dans lequel ils sont pour comprendre qu'ils ont accepté d'être happés par des préoccupations de l'époque. Non? Quand on va voir tous ces jeunes-là qui produisent de différentes formes artistiques, vous êtes privilégié d'appartenir à une compagnie et pouvoir grosso modo bouffer tous les mois. Et pourtant, vous appartenez à ces larges soubassements. C'est-à-dire que ni les galeries qui commandent, ni les mécènes. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le monde est en train de produire quelque chose d'alternatif à l'horreur. Mais il existe, ce soubassement-là. Et il y a un aller-retour en permanence, parce que bien entendu, ceux qui sont en haut de la pyramide hiérarchique, dans tous les cas, récupèrent sans cesse ce qu'il y a au-dessous. Bon, je sais pas. Si on fait maintenant une pause, et Karine Norbert. Non, mais c'est lui qui vient de me dire qu'on fait la pause. Voilà, si on fait une pause. Voilà, si on fait une pause. Après Norbert et Karine continuent. Je vous rappelle, l'idée c'est bon là, après la pause, on va aller vers l'émergence non contradictoire, lente, comme ça, de ces mondes analogiques vers la tangente. Ce que Norbert a montré par exemple avec la cathédrale de Reims. Effectivement, c'était dans la cathédrale de Reims. Duby, il pointe quelque chose d'assez drôle, c'est-à-dire c'est que l'architecte, il se manifeste. Vous voyez? C'est-à-dire, même avec les sourires, c'est un ange qui sourit dans la cathédrale de Reims, c'est lui qui est à l'entrée à gauche, c'est un de trois qui est à l'entrée à gauche, il sourit. Cet sourire-là, et cet ordre altéré de la hiérarchie céleste, n'est-ce pas, est quand même un moment de manifestation. Et par rapport à ce que Norbert a pointé, effectivement, il y a une migration de la production artistique vers l'Italie, mais qui correspond tout bêtement à la fois à une production du monde qui, pendant quelques siècles, va se faire comme foyer central en Italie. La richesse, les commerces, la recherche scientifique va migrer à un moment donné vers l'Italie. C'est-à-dire que à ce moment-là, ce qu'on va appeler plus tard l'Italie devient le centre de ce qui était le monde à ce moment-là, c'est-à-dire la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui obéit certainement à de multiples causes, mais il y a cette migration comme ça de la production. La Renaissance émerge en Italie. L'homme se manifeste. Alors c'est drôle parce que c'est là ce qui montre Norbert. Il y a un côté, on avait dit avec Karine Norbert, on va essayer d'avancer d'abord les grosses ficelles pour après affiner. Mais il y a une grosse ficelle là qui ne ment pas, qui est si Reims, c'est une limite, c'est parce que l'homme qui commence à émerger par des hérésies, par les discours amoureux d'Abélard et Loïs, par les débuts des cathares ou les hérésies juste avant les cathares,
qui commence à émerger dans le territoire qui va s'appeler la France, pour se développer, il se développe en Italie. C'est-à-dire qu'en France commence à émerger et bon, on va trouver bon, on continue donc dans une quinzaine de minutes. On va pour des questions juste on va peut-être aller plus vite dans la présentation des travaux qui sont faits Norbert et Karine, surtout parce que Karine ne sera pas là la prochaine fois. Quitte à revenir avec l'analyse dans la réunion intermédiaire et dans la prochaine séance, dans laquelle donc, on pourra revenir là-dessus. Je vous rappelle, Nicolas va parler de ça du point de vue du metteur en scène, et on verra la question de à quoi on appelle une organicité. Hein? C'est toi, D'accord. Nous étions au Moyen-Âge, nous arrivons à la Renaissance. Bonjour la Renaissance. Avec la Renaissance, on est vraiment dans le début des temps modernes, quoi. On est au XVe siècle. En musique, là où jusqu'à maintenant on était vraiment dans une relation au sacré, à la liturgie, on arrive, on tourne vers une forme d'humanisation de la musique, comme on l'avait à la période antique. On recherche le naturel, et on dit la musique doit imiter la nature. C'est l'apparition du figuralisme, quoi. C'est-à-dire on va chercher à traduire, à transcrire par la musique des émotions, des états ou des choses qui sont dans la nature. Par exemple, des idées de montée ou de descente par des mouvements mélodiques, chercher à imiter les animaux par des cris, par leur démarche, ou l'idée de majesté par des arpèges d'accords parfaits. Je parle des accords parfaits parce que, aussi avec la Renaissance, ça c'est une grande nouveauté par rapport au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on avait vraiment un style d'écriture modal dans lequel on avait surtout des accords de quartes et de quintes. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, à la période baroque, et on va attendre assez précisément 1722, le clavier bien tempéré de Bach. Jusqu'à maintenant, on est sur cette gamme pythagoricienne qui est constituée d'accords de quinte. Je rentrerai dans les détails plus tard quand on parlera de Bach. Mais bref, tout ça pour dire qu'à la Renaissance, on a plus cette méfiance, notamment pour la tierce. Alors, si on a des notes fondamentales, si on a la quinte, on rajoute la tierce, on commence à avoir l'idée des accords parfaits et la naissance de vraiment ce qu'on appelle l'harmonie et qui va être fondamentale et puis surtout première jusqu'à ce que Varèse explose tout, quoi, par exemple. Donc voilà, on a ce qu'on appelle ces accords parfaits, l'harmonie à trois sons, l'humanisation de la musique, le figuralisme et l'apparition du contrepoint. Alors pour le contrepoint, on va écouter un petit peu de Josquin-des-Prés. Généralement, quand on parle de contrepoint, on pense tout de suite à Bach, mais là on est dans les débuts du contrepoint et avec cette définition de base du contrepoint où en fait on va chercher à superposer de manière organisée des lignes mélodiques très distinctes. Là on a différentes voix qui s'entrecroisent et qui s'enchevêtrent et c'est littéralement ce qu'est le contrepoint. Avec ce morceau de Josquin-des-Prés aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a une forme de mélodie qui est assez figurative, quoi. C'est-à-dire qui va s'articuler de manière très étroite avec le texte et avec les paroles de texte. Là, on a une forme de lamentation, quoi, et la musique va avec cette idée de lamentation. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec la Renaissance? Je coupe ça. Je mets moins fort, ça fait une minute d'ambiance. C'est que la Renaissance est fortement influencée par la pensée humaniste.
on est vraiment dans les débuts des temps de l'homme, quoi. C'est-à-dire que l'homme commence à s'intéresser à lui-même, pour lui-même, et prend une forme d'indépendance, on va dire, par rapport à Dieu ou par rapport à une pensée liturgique. Avec la Renaissance, on a l'apparition aussi de l'idée du compositeur, ce qui est assez nouveau. Du compositeur qui serait un génie guidé par une force... ça c'est celui d'après. Qui serait guidé par une force créatrice intérieure qui viendrait de lui-même et qui ne serait pas guidé ou en tout cas dicté par un ordre voilà, supérieur, quoi. Donc, évidemment, comme les compositeurs commencent à prendre leur indépendance et que la musique commence à devenir un petit peu folâtre, arrive le Concile de Trente qui va déconseiller la polyphonie trop complexe et qui est supposé nuire à la bonne compréhension des textes sacrés. Donc on va arriver avec plus de dépouillement. Je pense que Norbert, tu vas parler plus du Concile de Trente. Peut-être tout à l'heure, mais pas forcément beaucoup. Hein. D'accord, peut-être pas. Bon. Voilà, moi j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire que ça sur la Renaissance. Je me prépare à la musique baroque. Je vais juste vous faire écouter un petit morceau de Clément Jeannequin, voilà, qui est un compositeur français qui a quand même pas mal compté à cette époque. Et où on est dans une musique plutôt profane, quoi, légère. Je vais laisser la parole à Miguel. Non, justement, on est dans la musique trovaduresque, non? Ouais. Or, les troubadours, qui chantent en langue d'oc, en langue d'ouï, non? D'oï, pardon. Et ils chantent dans une langue compréhensible. Hein? C'est quand même les conciles de Trento, effectivement, c'est un concile dans lequel les Vatican essayent de reprendre la main. Hein? Et alors, juste pour vous dire, quand on avait parlé de l'amour en Occident, tel comme Rougemont le travail, c'est-à-dire comment les formes amoureuses d'Abélard et Héloïse représentent la naissance de l'homme, effectivement, c'est parce que ce qu'Héloïse va construire, parce qu'Abélard, bon, n'était pas en condition, mais ce qu'Héloïse va construire, c'est les formes d'amour qui naissent d'une affinité entre personnes en dehors de toute autorité, en dehors de l'amour des alliances par lignage, n'est-ce pas? Et alors donc là on voit bien quand même de quoi il s'agit, hein, c'est-à-dire il émerge quand même quelque chose qui dit je tiens compte de mes sentiments pour m'unir à l'autre. Et effectivement derrière l'Église catholique, les autorités, parce que c'est pas tellement que l'homme en s'explorant oublie Dieu. Non, l'homme en s'explorant dit je peux avoir un rapport direct avec Dieu. Ce qu'il oublie c'est l'Église. Non, c'est ce qu'il oublie, c'est les autorités. Et alors donc, effectivement, là, ce qui va commencer à émerger, c'est cet homme-là qui parle de lui, et l'Église, toujours en courant derrière pour réordonner les choses, hein, va donner ce que j'ai évoqué la dernière fois, les sacrements du mariage. Il dit, puisqu'ils s'unissent comme des bêtes, au moins... Hein, l'unir comme des bêtes qu'évoque l'Église, c'est-à-dire cette union comme ça qui ne respecte pas un lignage. Puisqu'ils s'unissent comme des bêtes, au moins on va à recoloniser ce territoire-là. Hein, et en permanence, y compris mon compatriote Francisco, on voit bien comment, puisque ça fout le camp, ben voilà, on va reconquérir les dissidents de l'Église. Vous voyez, c'est-à-dire que le Vatican, pas pour rien, a duré déjà au moins 20 fois plus que l'Union soviétique, c'est pas pour rien. C'est le travail en permanence de recolonisation de ce qui échappe. Non? Voilà, donc il me semble que les troubadours, c'était effectivement un bon passage vers l'homme. Alors, il y a un truc important à ce moment-là, dans le fin 14e, c'est... le fait qu'avant, le 14e, le mouvement gothique s'appelle gothique international, il est vraiment répandu partout avec des particularismes un petit peu, mais qui sont minimes, et qui sont dus aussi à la féodalité. Mais à la féodalité, à la langue latine, qui est vraiment la langue que parlent tous les érudits, etc. Et du coup, il y a vraiment
Avec la montée notamment des villes, des bourgeois, on a justement les langues des différents pays qui commencent à vraiment être les langues parlées et les langues avec lesquelles le commerce vient se mettre en place, etc. Et du coup, on a des développements qui sont un peu différents partout en Europe. Donc certains continuent dans le gothique international de différentes manières, et puis en Italie commence ce qu'on appelle la Renaissance. Je reviendrai après sur les images, parce que là c'est pas du tout la Renaissance, mais enfin, c'est le début du 14e, du 15e pardon, en France, dans ce qui sera la France après. La Renaissance, pourquoi? Parce que en fait il y a cette idée de retrouver le grand empire. C'est pour ça que ça naît aussi en Italie, le grand empire romain. Et pourquoi du coup ça s'appelle l'art gothique avant? C'est vraiment eux, les penseurs de la Renaissance, qui appellent l'art gothique en faisant référence aux Goths qui ont soi-disant détruit leur empire. Alors que, enfin, voilà, on voit que c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, voilà, l'art gothique, c'est l'art barbare, et on va essayer de renaître et de retrouver la grandeur passée. Donc il y a des choses différentes un peu dans toutes les régions d'Europe. C'est vraiment, donc je vais pas parler de tout, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent un peu partout. Et alors là c'est les Limbourg, mais je vais passer parce que cette enluminure là qui est du maître de Boucicaut, elle est plus intéressante. Elle date à peu près de la même période, début 15e, et on a des personnages qui sont vraiment identifiés, c'est-à-dire que c'est vraiment le début du portrait. Alors il y a le duc de Berry, il y a le roi Charles VI, je crois, si je ne me trompe pas, oui, voilà. Et puis enfin voilà, il y a vraiment les personnages de cette scène, c'est vraiment identifié comme étant des personnages de l'époque. C'est le début du portrait, c'est aussi le début des carnets de croquis, parce que je vous ai dit que voilà, c'est une période où on commence à vraiment le... C'est un portrait aussi. C'est pas un portrait, c'est un carnet de croquis, c'est sûrement dans les réserves du Louvre ce truc, voilà, voilà, les artistes ils commencent vraiment à accaparer le réel, essayer de le représenter du mieux possible. Ça c'est un des premiers autoportraits, c'est dans une cathédrale gothique de Prague, c'est l'autoportrait du sculpteur qui a fait toutes les sculptures des bienfaiteurs de la cathédrale, enfin voilà, les donateurs, les machins, tout ça, et donc il s'est portraituré aussi. C'est un mec qui s'appelle Parler le Jeune, apparemment, voilà. Et là, c'est les autoportraits, le début, l'autoportrait de Van Eyck, donc là, on n'est pas en Italie du tout, on est dans ce qui s'appelle les primitifs flamands. Il y a quand même deux gros pôles, il y a les primitifs flamands et ce qui se passe en Italie. Ça, c'est Van Eyck, qui nous fait le portrait de sa femme aussi, donc ça devait pas être une commande, a priori, enfin, j'ai pas beaucoup de... Voilà, voilà, je pense pas. Et Jean Fouquet, ça c'est en Bourgogne. Et ça c'est Masaccio. Donc en Italie, c'est pas les premiers portraits de Masaccio, enfin les premiers autoportraits qu'on trouve en Italie, c'est un petit peu avant Masaccio. Masaccio, il est dans le coin, faudrait un petit rayon laser là, mais enfin voilà, on s'en fout, on sait aucun quelle tête il avait, mais en tout cas il s'est portraituré dans la... Ouais, je veux bien. Dans la foule. Voilà, c'est... Alors c'est pareil, je peux vous dire où c'est, mais hop, voilà, il est là, c'est Masaccio. Si, alors je l'ai après en gros plan, c'est lui. Voilà, c'est pas le premier autoportrait, il y en a avant, mais qui sont pareils aussi dans des foules comme ça, dans des scènes bibliques. Masaccio, j'en parle un peu parce que c'est quand même quelqu'un qui est très important dans le début de la Renaissance en Italie. Et en Italie, il faut préciser que c'est surtout Florence et Rome. Parce qu'à Venise, c'est aussi autre chose. Là, c'est la descente d'Adam et Ève au paradis. On voit vraiment la détresse. Voilà, c'est vraiment un truc qui commence à être assez expressif aussi. Et puis surtout, c'est vraiment la perspective, mais vraiment la perspective dessinée avec les règles mathématiques de la perspective qui sont établies à cette époque par Brunelleschi, l'architecte du dôme de la cathédrale de Florence, qui vraiment trouve, je pense que c'est lui qui a trouvé, je ne pense pas dire de bêtises, mais en tout cas, explore vraiment les règles mathématiques très précises du dessin de la perspective centrale à un point de fuite. Voilà, donc ça c'est dans des fresques. Là, il paraîtrait même que c'est
Brunelleschi qui a vraiment dessiné la perspective. On a vraiment dans une voûte comme ça l'impression qu'il y a un trompe-l'œil avec une voûte derrière la scène en question. C'est Masaccio aussi. Et ça c'est une annonciation, c'est la même période, mais c'est surtout celle-là qui est intéressante. Là on voit que c'est la même période, mais que la perspective elle est assez... c'est Fra Angelico. Elle est basique, elle est très très juste, mais voilà, on voit que ce travail de Fra Angelico, il est encore un petit peu dans l'ancien monde. Hop, voilà. Ça c'est intéressant, c'est pas du tout en Italie, mais c'est un tout petit peu au nord, en Suisse. Je vais vous dire qui c'est. C'est le premier vraiment paysage réaliste, et pas seulement réaliste, mais qui est la copie d'un paysage. C'est le bord du lac Léman, et donc c'est... Alors je retrouve, et ben je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous dire, c'est bizarre. Je crois que c'est Witt qui s'appelle, bon c'est pas, peu importe, c'est un peintre de la région de la Suisse de l'époque, qui est très important aussi pour la pré-Renaissance, toute cette pré-Renaissance, toute cette Renaissance naissante. Et donc on a une scène dans un décor que tout le monde dans la région connaît, puisque c'est les bords du lac Léman, très identifiable, avec une scène biblique qui est la pêche miraculeuse. Là on retourne dans les Flandres avec Van Eyck, et donc c'est un retable avec une annonciation en haut, avec voilà, tous les détails impressionnants. Et la deuxième grande invention qui est là, est l'invention de la Renaissance des primitifs flamands, c'est la peinture à l'huile, vraiment peint comme ça. Il y avait des tentatives de peinture à l'huile avant, mais vraiment Van Eyck développe vraiment la technique pour être vraiment dans un détail. Je vous en montre plusieurs après de ce retable. Ça c'est le même retable ouvert, avec un souci du détail dans les pierres, dans tout ça qui est vraiment hyper réaliste, très impressionnant. Parce qu'avant la peinture à l'huile, c'était la peinture... C'est beaucoup de la fresque, après il y a de la tempéra aussi, c'est de la peinture à base d'œuf. Voilà, et donc enfin, voilà, il y a plein de techniques différentes, mais en tout cas là c'est vraiment le problème après. Ce qui est important avec la peinture à l'huile, c'est le fait que ça sèche très lentement, et que du coup on peut revenir sur la couleur, on peut revenir, ce qui n'était pas possible avec la tempéra où ça séchait très très vite. Et du coup voilà, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on obtient. Pour vraiment la technique de Van Eyck, c'était très important d'avoir cette technique-là pour vraiment aller dans le détail. C'est quelque chose qui est très à la pointe aussi. Il n'y a rien qui est vraiment brossé comme ça. Tous les petits trucs sont vraiment... j'en montre plusieurs. Ça, c'est toujours le même retable, c'est des détails. Et là, on voit, alors ça, c'est impressionnant. C'est toutes les petites maisons qu'il y a tout au fond, qui sont hyper détaillées comme ça. Et donc, c'est vraiment à la pointe. Il n'y a rien qui est brossé très largement avec des effets de lumière comme on aura après. Voilà, ça c'est pareil, c'est un détail des villes qu'il y a tout au lointain. Alors ça c'est Renaissance flamande aussi, enfin primitif flamand. C'est intéressant parce que, je vous dis qui c'est, mais je l'ai pas noté non plus, ça c'est dommage. Je vous dirai plus tard, je l'ai noté ailleurs. C'est pas grave, mais c'est... comment? Non, du tout, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'après, il y aura... Ouais, mais c'est Bosch, c'est bien après. Je vous en montrerai pas, mais c'est bien après. C'est... voilà. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a comme une vision panoramique. Les règles de la perspective, elles ne sont pas connues en tant que règles mathématiques, mais c'est quand même assez juste, et assez juste dans une vision qui est presque une vision panoramique. Vous savez, quand on fait un panoramique avec les photos, on voit que un mur droit, ça va partir des deux côtés comme ça vers l'horizon. Et on a presque cette impression-là. On a vraiment ce qu'il y avait déjà chez Van Eyck, ce qui s'appelle la perspective atmosphérique. Parce que les Italiens vont mettre un peu plus de temps à trouver. C'est vraiment cette idée que plus on va vers le lointain, plus on a des couleurs qui s'atténuisent, qui partent vers, de plus en plus claires. On avait chez Van Eyck, je ne vais pas parler tout de suite. Voilà. Et ce qui est quand même marrant aussi dans cette peinture, c'est que c'est toute la passion du Christ. Et donc il y a toujours ce truc moyenâgeux de représenter plein de scènes dans la même vision.
Et donc on a, avec le truc que je peux vous montrer, tac, voilà. Là c'est l'arrestation, là on a la croix, là derrière on doit avoir quelque part ici la scène, là la crucifixion, la descente de croix, et même la résurrection ici, quoi. La flagellation du Christ au milieu. On a toutes les scènes qui sont, donc il y a toujours des souvenirs du Moyen-Âge, mais qu'on aura aussi avec Bosch, parce qu'on parle de Bosch, qui est vraiment les diablotins, les machins, qui étaient vraiment les figures de l'art roman qui reviennent avec lui aussi comme un souvenir un peu. Voilà, ça c'est la naissance de Vénus, donc là on est retourné en Italie avec Botticelli. Ce qui est intéressant, ça c'est vraiment le tableau, donc la naissance de Vénus comme la naissance vraiment de la beauté qui sort des eaux, tout ça. Donc c'est un tableau qui est assez simple, hein, qui a quand même une petite, une petite perspective, on voit au loin, machin, mais c'est quand même très très simple, avec vraiment des choses qui sont, même dans les corps, assez presque maladroits, que les maniéristes du coup continueront bien après, enfin, tout à l'heure, à la fin de la période Renaissance. C'est un tableau qui est considéré vraiment comme... c'est la date du tableau, c'est à peu près la date que les historiens mettent comme étant la fin du Moyen-Âge. À la même période, ça c'est un tableau qui est commandité par les Médicis. Les Médicis envoient les bateaux de Vespucci à la découverte de l'Amérique. C'est vraiment cette époque-là. Voilà. Ça c'est une annonciation, donc il y en a plein, je l'avais dit tout à l'heure. C'est Léonard de Vinci, un tableau de jeunesse. Il a à peu près 20 ans, 1475. Et on voit qu'il y a quand même le début de la perspective atmosphérique qui est là un petit peu. Mais l'invention de Léonard, c'est ce qui s'appelle le pfumato. Le pfumato, c'est aussi une technique de peinture à l'huile. Du coup, la peinture à l'huile, elle arrive après. C'est un peu plus tard. Hein. Là, on est déjà dans la période fresque qui va s'appeler la Renaissance classique. On n'est plus dans la première période de la Renaissance avec Van Eyck et tout ça. On est un tout petit peu après. Et le pfumato, c'est la technique de Léonard pour essayer de ne pas trop dire et d'être dans des trucs très vaporeux, notamment au niveau du visage. Hop, voilà, là ici, les commissures des lèvres, etc. On va surtout rien trop dire, pas de traits trop marqués, etc. Des petites ombres. C'est voilà, l'huile qui permet ça aussi, et qui fait qu'on est dans quelque chose qui est assez mystérieux. C'est pas ce qui fait seulement le chef-d'œuvre, il y a plein d'autres petits trucs, notamment la ligne d'horizon qui n'est pas du même côté des deux côtés, le fait que si on regarde un œil, elle n'a pas la même expression que si on regarde l'autre, etc. Mais voilà. Léonard, c'est aussi plein de croquis, comme ça, plein, il commence vraiment les dissections, les choses comme ça. Et en même temps, c'est l'homme de Vitruve, et c'est là, quasi mathématisation, quoi, vraiment le truc très idéal. Là, dans cette période de la Renaissance, donc, c'est toujours, quand je dis en Italie, c'est surtout Rome et Florence. On a, avec Léonard en tout cas, quelque chose qui va se radicaliser avec Raphaël après, c'est l'idée de l'idéalisation. L'idéalisation, c'est le contraire total de Van Eyck dans les Flandres, c'est vraiment le fait qu'on va essayer de retrouver, pareil avec la perspective et tout ça, quelque chose, une vision idéale de la nature. Et donc avec des choses qui sont quasi, voilà, là c'est Raphaël, c'est des peintures de jeunesse, mais on va passer après sur la fin, une annonciation de Raphaël aussi, peinture de jeunesse, et là la perspective c'est vraiment mathématique, c'est vraiment un champion de la perspective et de tout plein de choses comme ça. Je vais vite hein, parce qu'on a... Voilà, et Raphaël aussi. Ça c'est les cartons qu'il a fait pour faire des tapisseries, toujours Raphaël. Et on voit qu'il est dans une maîtrise de tous les raccourcis, de tout... Là c'est des scènes de Rome, etc. Voilà, dans des trucs qui sont de plus en plus impressionnants au niveau du dessin et de la justesse du dessin d'un point de vue mathématique aussi. Et donc l'idéalisation, c'est vraiment cette idée qu'on va faire des corps, on ne va pas chercher à le réel, mais une certaine idée du corps, donc avec tous les... Hop, ce qu'on va voir après, hein, là c'est... vous voyez bien que tous les corps sont hyper musculeux, musclés plutôt on va dire, mais c'est mieux, voilà. Et on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, vraiment.
Et c'est quelque chose on va retrouver, ça, l'idéalisation, bien plus tard, même à la période néoclassique en France, au classicisme de Poussin au XVIIe. C'est des choses qui vont être reprises. C'est vraiment l'idée de la stature grecque. Hein. L'idéalisation, ça vient de là. La stature grecque avait été reprise par les Romains déjà. Donc voilà, toujours Raphaël. Raphaël, un portrait aussi. Et ça, c'est la vision d'Ézéchiel. Donc je l'ai mis parce que ça fait référence aussi à la première diapo que je vous montrais tout à l'heure, c'était le portail de Saint-Trophime à Arles avec la même vision d'Ézéchiel, donc le Christ en mandorle, avec les représentations des évangélistes, l'aigle, le taureau, le lion et l'homme, l'ange, tout ça ailé. Et là, on a la même vision d'Ézéchiel, mais la vision de Raphaël qui, quand même, on voit bien autre chose, quoi. Et là, le dernier portrait de Raphaël, pas portrait mais peinture, où on a le début du maniérisme, mais ça on va y revenir après. Voilà. Donc là on continue, pareil, j'ai vraiment axé maintenant sur ce qui se passe à Rome et à Florence, parce que c'est vraiment le plus important. C'est Michel-Ange qui fait des sculptures comme ça à l'époque. Je ne vous montre pas de choses de la chapelle Sixtine, mais on voit bien aussi l'idée d'idéalisation dans la chapelle Sixtine. Il y a vraiment tous les trucs qui sont... les corps ne sont pas du tout réels, on voit bien ça. Voilà, et là, en fait, il y a quand même quelque chose qui va annoncer le maniérisme, d'une certaine manière. Le maniérisme qui est la dernière période de la Renaissance. Et l'idée qu'avec Raphaël, on a bien vu qu'on pouvait tout faire, tout représenter de manière très mathématique, les corps, les machins, tout, et il n'y a rien qui pose de problème de dessin. Et du coup, les artistes se disent, mais qu'est-ce que je fais maintenant que Raphaël a fait ça, un peu il a tout fait, qu'est-ce qu'on va chercher? Et ils cherchent d'autres choses. Et une des choses dans lesquelles ils vont chercher, c'est annoncé aussi par cette sculpture de Michel-Ange, qui est la position, des positions très, on dirait maniérées, le mot maniérisme il vient de là. Et du coup on a des peintures qui vont, voilà, c'est le même portrait. Alors pour le maniérisme, ça explose aussi en architecture. Du coup, on a des choses assez rigolotes qui commencent à arriver comme ça. C'est un peu à un moment où il y a une grande liberté. Et donc là, on a une tête de bonhomme dans c'est une fenêtre d'un bâtiment public à Rome. Et ils essayent des trucs, quoi. Ben voilà, là, ils ont essayé ça. Alors, on voit ça aussi dans les corps. Ça, c'est des peintures d'un artiste qui s'appelle Le Parmesan. Et on voit bien que là, le corps, c'est pas du tout les corps de Raphaël. C'est des corps qui sont complètement presque difformes. On essaye de chercher des sensations, des expressions, à la fois dans les formes et dans les couleurs. Là, c'est surtout les formes. Parmesan encore, ce truc-là. Le détail de ce qui s'appelle la Madone au long cou. On voit bien qu'elle a un cou qui est presque double. Et qui donne une certaine... on cherche l'expression, quoi. Ça, c'est Jean de Bologne. C'est une sculpture. Alors là, pour le coup, on retombe un peu dans ce que Michel-Ange avait commencé à faire, qui est vraiment dans la posture. Et avec ça aussi, c'est Jean de Bologne. C'est la période maniériste. Ça, c'est une annonciation du Titien. C'est pareil, là, le Titien, donc c'est Venise. Là, on arrive à Venise. Venise a une tradition un peu différente, mais qui est surtout ce qu'on retrouvera après, plus tard, au XVIIe et au XIXe, qui est déjà une querelle un peu autour du coloris. Chez Raphaël, on a quelque chose qui est vraiment dessiné par le trait, alors que dans la région de Venise, et notamment chez Titien, c'est plus peint par la couleur. C'est-à-dire que le dessin préparatoire, il est presque absorbé par la couleur, par la matière de la chose. Il y a une deuxième là, ici, de Titien. Et Véronèse, c'est pareil, c'est la suite du maniérisme vénitien, avec une annonciation encore. Là, on voit qu'il y a déjà même des choses qu'on va retrouver chez le baroque, qui est vraiment l'ange qui est quasi en mouvement, qui arrive, on voit bien dans les plis de son... ça, c'est Véronèse aussi. Il y a vraiment des trouvailles au niveau de la couleur, des essais. Et le maniérisme, c'est la Renaissance italienne qui s'exporte un peu. Ça, on a des peintures du Gréco, avec pareil des formes, des corps qui sont complètement allongés, complètement difformes. L'enterrement du comte d'Orgaz, c'est une peinture du Gréco aussi. Un détail ici.
la mort du Laocoon, avec vraiment des corps qui sont, et même le décor derrière, on est complètement dans autre chose, et c'est pas beaucoup enfin, au niveau de la temporalité, c'est pas longtemps après Raphaël, mais on cherche vraiment d'autres trucs. Alors ça, c'est Henri IV. Donc c'est la Renaissance, enfin le maniérisme italien. Il arrive aussi en France par François Ier, pardon, excusez-moi, je crois que c'est François Ier plutôt. C'est Henri IV, ça? Ouais, d'accord, Henri IV. Bon, c'est un peu après alors, parce que c'est François Ier en fait qui arrive, qui fait venir le maniérisme avec Léonard de Vinci, tout ça, et l'école de Fontainebleau. Donc oui, je ne me trompais pas, alors c'est bien Henri IV. Mais du coup, c'est un peu après les peintures que je vous montre tout de suite après, et qui est peint en terrassant l'hydre de Lerne. Voilà, donc c'est vraiment des tentatives aussi qui sont... ça, c'est l'école de Fontainebleau, de Fontainebleau, je ne me trompe pas. Pareil, qui est vraiment l'école de peinture qui a été impulsée par la venue aussi de Léonard de Vinci en France. Voilà, le portrait enfin le tableau très connu de l'école de Fontainebleau, qui est celui-là, là, très précieux. Et c'est aussi l'époque où cette tentative de chercher un peu partout, un peu d'Archimboldo, qui fait ces portraits un peu étranges comme ça. Voilà. Et là, c'est le baroque après qui commence. Voilà, pour la Renaissance. Je n'ai pas parlé de toute la Renaissance flamande avec Bosch, avec tout ça. Il y a aussi tout ce qui se passe en Allemagne avec Grana, Dürer. On va y revenir. C'est vraiment la première fois qu'on essaye de faire cette articulation. Juste un mot, parce que comme Karine ne sera pas là la prochaine fois, il faut profiter de sa présence. Mais les sujets, ce dont on parle, les récits montrés, commencent à ne plus avoir tellement de rapport avec les processus qui deviennent plus importants que ce qui est montré. Vous voyez, finalement, ce qui est montré reste dans le même thème de la peinture du Moyen-Âge, quelque part. Simplement, les processus, les techniques correspondent déjà à une autre époque. C'est que, pour dire juste comme ça ce qu'on a plusieurs fois évoqué, c'est Galilée qui, en 1660, va dire, effectivement, l'univers est écrit en langage mathématique. Donc, cette idéalisation que nous montre Norbert est une idéalisation qui correspond à cette harmonie d'une mathématique qui n'est plus les mathématiques pythagoriciennes sacrées, mais une mathématique accessible à l'homme, compréhensible par l'homme, et qui parle donc petit à petit du déplacement d'une divinité obscure moyenâgeuse à une divinité de l'harmonie mathématique. Non, c'est dans cet homme-là de Leonardo, qui est quand même l'archétype de la mathématisation, qui explique l'homme par les lois d'un univers, mais qui n'est plus l'univers analogique, et d'un univers géométrique. Non? Alors bon, en avançant dans la Renaissance, il apparaît quelque chose qui est très centré sur l'extériorité, sur l'extérieur, qui est le baroque. Absolument. C'est une transition radiophonique. On situe les débuts de la musique baroque avec l'opéra de Monteverdi, l'Orfeo, en 1607. Et la fin du baroque, c'est assez précis, à la mort de Bach en 1750. Avec la musique baroque, on a vraiment le développement de la musique instrumentale. Une vraie naissance et une vraie émancipation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la musique instrumentale, c'était un accompagnement d'une polyphonie vocale. Avec le baroque, la musique instrumentale développe, élabore ses propres structures. Et c'est aussi à cette époque, avec le baroque, et jusqu'à 1750, 52, ce qu'on appelait la querelle des bouffons, la guerre esthétique entre l'Italie et la France. En Italie, on a Monteverdi, on a l'opéra, on a l'expression du texte par la musique, on a la mise en musique des sentiments, classés, ordonnés en passion, avec une représentation d'un état psychique. On commence vraiment à être dans une forme d'intériorité, quoi.
En France, on a Lully, on a le ballet de cour, on a l'opéra, on a la tragédie lyrique. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, ostentatoire, quoi, avec des contrastes, avec une opposition entre les notes tenues, les notes courtes, les graves, les aigus, les sombres, les clairs. Et on a aussi l'apparition du concerto. Ce qui a quand même son importance parce qu'avec l'apparition du concerto, on a l'apparition du soliste. Donc on a quand même la figure du musicien qui devient très forte. Là où auparavant, et ça, par exemple, on pourrait en parler aussi avec le théâtre, où le comédien avant c'est une allégorie, quoi. C'est une voix criée, il n'existe pas, on n'a pas d'individu, quoi. Avec la musique baroque, on a l'apparition de l'individu. Avec la musique baroque aussi, c'est la musique classique. Les morceaux, c'est le best-of de la musique classique joué au synthétiseur, quoi. Enfin, on commence à avoir des choses qui nous parviennent et qu'on connaît. Donc, je vous fais écouter tout de suite un morceau qui est le concerto pour mandoline de Vivaldi. Ouais, deux choses, moi que je voudrais noter par rapport à ce concerto, c'est que ce qu'on entend, c'est de la mandoline, et jusqu'à maintenant, la mandoline, c'était un peu l'instrument des troubadours ou des trouvères. Et là, on a, au niveau de l'instrumentation, là où avant, par exemple dans les églises, on n'avait que l'orgue, là on a la mandoline qui est un instrument populaire qui est intégré dans les orchestres, d'une part. Et puis on commence à sentir avec Vivaldi, et puis on va l'entendre avec Bach juste après, on commence à avoir de l'éclat, de la virtuosité, quelque chose de pictural. Norbert, quand on a un peu travaillé ensemble, Norbert faisait un petit peu des parallèles, merci. Et il parlait de la musique baroque, enfin du baroque, comme quelque chose qui est pictural, quoi. C'est-à-dire avec des sujets qui se rattachent naturellement à l'environnement. Je trouve qu'on a quelque chose comme ça, un peu, je vais dire, fleuri, quoi. Donc on va écouter un peu de Bach, un concerto brandebourgeois. À cette idée un peu, excusez-moi je coupe comme ça, c'est un peu figuraliste de la Renaissance. On a en Angleterre Purcell et notamment l'opéra qui va marquer tout le XVIIe, qui est Didon est né, et qui est écrit en 1684. Vous connaissez l'histoire, hein, Didon est né en route pour fonder Rome, s'arrête à Carthage, il tombe amoureux de Didon, mais il doit partir, et donc Didon se tue avec l'épée que Aîné lui avait donnée. Voilà, donc c'est très triste. Et dans l'opéra Didon est né, il y a cet air qui s'appelle La mort de Didon, et qui est un air de lamentation avec un mouvement inexorable vers la mort. Et personnellement, je trouve assez magnifique. On va commencer, on va dire là. Mais genre grosso modo, c'est de dire que la musique, un des principes de consonance, qu'est-ce qui sonnait le mieux ensemble, c'était les rapports d'octave, donc do grave, do aigu, ré grave, ré aigu, et des rapports de quinte, do, par exemple, de do à sol. Seulement, ce dont on se rendait compte, si on faisait ces rapports de quinte, c'est que les rapports entre les tons, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir entre la fondamentale et la quinte, ou la tierce ou la quarte, les rapports de ton entre eux étaient inégaux, quoi. On pouvait avoir des intervalles qui sonnaient faux. Par exemple, on parlait de la quinte du loup, une quinte qui sonne légèrement faux, quoi. Donc il y avait tout un système de notation, d'altération de notes. Enfin, il y a l'apotome, le lima, le comma pythagoricien, où on cherchait à ce que ça sonne un petit peu moins faux, quoi.
Bref, du coup, avec cette gamme pythagoricienne, on excluait la tierce parce qu'elle sonnait faux. On gardait que des intervalles qui étaient consonants et on avait des inégalités entre les intervalles chromatiques. Bach dit, eh ben, on n'a qu'à faire une division de l'octave entre des demi-tons chromatiques égaux. Voilà, c'est ce qu'on appelait la gamme tempérée. Et la gamme tempérée de 1722 à ce qu'elle se fasse exploser après au milieu du XXe. Non mais on parle de la gamme tempérée, mais par exemple, s'il n'y avait pas eu la gamme tempérée, il n'y aurait pas eu le sérialisme par exemple, il n'y aurait pas eu le dodégaphonisme, il n'y aurait pas eu toutes les inventions, enfin, qui peuvent sembler académiques aujourd'hui, mais qui ont eu lieu au XXe siècle. Et la gamme tempérée est vraiment la base de la musique occidentale. J'ai oublié de préciser au début de cette présentation qu'on parle de musique occidentale, quoi. Voilà, je pense que c'est inutile de le préciser, mais c'est quand même tellement riche. Avec la gamme tempérée, on a l'apparition du système tonal. Comme la gamme tempérée permet des modulations à l'infini, vu qu'elle uniformise les demi-tons diatoniques ou chromatiques de manière égale, on a vraiment la naissance de l'harmonie verticale, à l'opposé du contrepoint, où on avait vraiment un système monodique, quoi, avec un accompagnement qui était horizontal. Voilà. On va parler de virtuosité. Je voulais juste vous faire écouter, avant de parler un petit peu de la chorale des bouffons, qui va marquer un peu le passage entre la musique baroque et la musique classique. Écoutez un petit peu de musique sacrée, et notamment le Stabat Mater de Pergolèse. 1736. Qui est de 1736. Ouais, c'est dommage. Pardon. Excuse-moi, une question. La fille qui chantait avant, c'est en quelle langue elle chantait? C'est en allemand ou... Non, c'était en anglais. En anglais? Ouais. Dans la musique baroque, on a vraiment on va avoir l'école viennoise après dans la musique classique. Mais il me semble qu'au niveau de la musique baroque, on a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe en France et en Italie. En 1752 éclate la querelle des bouffons entre d'une part les défenseurs de la musique française, notamment Jean-Philippe Rameau, où on a avec lui le style galant, le style rococo, la tragédie lyrique. Le style galant, on pourra en parler aussi avec Haydn et même des œuvres de Mozart jeunes par la suite. On a déjà ça qui pousse. Et d'autre part, ceux qui sont partisans d'une ouverture vers d'autres horizons musicaux, et notamment l'Italie, est portée par Jean-Jacques Rousseau. Alors, du coup, on peut se demander si à travers cette querelle, on a quelque chose qui serait l'affirmation d'une forme d'identité nationale, ou alors une confrontation d'esthétique. Et moi, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, et notamment avec Rousseau, on va avoir les débuts de la critique et le début de cette idée d'esthétique où on va défendre telle partie et où on va définir des styles en ce qu'ils sont dans leur structure, quoi, et pas dans ce qu'ils peuvent raconter, quoi. Ouais. C'est raccord? Non, pas forcément. D'accord. Notamment, d'une part, une langue italienne qui est plus musicale, dans laquelle on va privilégier le chant, et d'autre part, une langue française qui va être plus articulée, avec plus de consonances, et où on va vraiment travailler sur le texte, quoi. C'est pas mal, c'est intéressant aussi si on fait des parallèles avec le théâtre, et notamment le théâtre contemporain, le théâtre de texte, voilà. Là-dedans, avec une idée de réunir un peu les goûts français et italiens, on peut écouter un morceau de François Couperin qui s'appelle L'apothéose des Lully. « 1725 ».
Voilà. Excuse-moi, je réfléchissais. Je parlais tout à l'heure, genre la musique baroque, c'est la France et l'Italie, ce qui est tout à fait faux. Enfin, je veux dire, Bach, il est allemand, quoi. Ouais. Oui, Claude Lévi-Strauss faisait une observation au sujet de la chorale de Bissau. Il disait qu'il y avait eu une sorte de progrès musical dans la science musicale, en fait, dans l'aspect technique musical à ce moment-là, mais il disait que ça se faisait au détriment de la connaissance musicale des précédentes, c'est-à-dire que pour lesquelles à laquelle les gens accédaient plus facilement. Est-ce que vous pouvez... Tu veux réagir? Non, vas-y. Non, moi je sais pas vraiment. Non, mais c'est-à-dire, effectivement, avec les claviers tempérés, avec cette discrétisation, ce découpage de l'univers sonore. D'ailleurs, ce que Karine a bien évoqué, par exemple, par rapport au chant grégorien, on est dans une mathématique du continu, pour dire comme ça. Et là, on va passer à l'hypothèse du discret. Il y a du discret. Mais qui discrétise? Qui découpe le réel? L'homme. L'homme découpe. Mais cette découpe-là, du coup, devient une découpe de plus en plus éloignée du vécu direct des gens. C'est-à-dire, commence à devenir une musique et un monde savant. Hein? C'est-à-dire, entre les mathématiques ésotériques pythagoriciennes et les mathématiques de Galilée, il existe un mouvement très étrange, parce que c'est un mouvement dans lequel on déplie le sacré, effectivement, mais on crée une difficulté des connaissances. Alors, effectivement, Bach, les claviers bien tempérés et ce qui va suivre, vont créer une systématisation abordable à travers l'étude, mais qui éclipse tout un savoir musical qui reste derrière. Pour faire un parallèle très rapide, juste pour profiter de la présence de Karine, malheureusement, pas la prochaine fois pour continuer, c'est un tout petit peu les mêmes mouvements qui existent quand on passe de l'alchimie à la chimie. C'est-à-dire, c'est ce que Goethe va montrer dans son traité des couleurs, c'est-à-dire qu'à vrai dire, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que la chimie, qui est, disons, les claviers bien tempérés des atomes et des molécules, n'est-ce pas? Et c'était pas simplement un progrès, ça éclipse aussi tout un tas de savoirs qui, en ne correspondant pas à une mathématisation stricte, restent de côté. C'est tous les savoirs populaires, les savoirs assujettis, n'est-ce pas? Alors oui, il existe dans ces mouvements-là musical et artistique, il existe en permanence un accroissement de la préciosité, effectivement, qui n'est pas qu'un progrès, aussi va en perte. Non? Dans ce préciosisme-là, non, je ne sais pas si on peut dire comme ça en français, ce préciosisme, on voit bien quand même que dans cette musique sacrée que Karine a montré le dernier morceau, ce qu'on va admirer, bien que ce soit une musique sacrée, bah, c'est le compositeur et les musiciens. Parce que cette virtuosité qui déplaisait énormément à une partie du Vatican plus réactionnaire, n'est-ce pas? Cette virtuosité est tellement virtueuse que finalement, si la musique était là, la musique chant grégorien, pour aller très rapidement, il est là pour aller directement vers les seigneurs, là, il y a quelque chose qui fait court-circuit, parce que c'est tellement virtueux que finalement, le message vers où on va, on s'en fout, c'est-à-dire on reste, non Moi, il y a une question, c'est par rapport à la corrélation avec la sociologie, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein, mais est-ce qu'à cette époque, on n'est pas dans une époque où toute cette musique là, que tu évoques depuis tout à l'heure, notamment le baroque, c'est surtout celle des dominants et des classes sociales finalement du haut du panier, et que par rapport à l'époque antérieure, celle du Moyen-Âge, il n'y a pas une diffusion. J'ai l'impression qu'à l'époque d'avant, il y avait davantage de participation, entre guillemets, hein, même si c'est un peu anachronique, dans le rapport à la musique, que la période qui vient après,
qui est davantage une période de restauration et puis restauration des classes dominantes qui vont s'accaparer les nouveaux courants. C'est une hypothèse, hein. Je me pose la question. Ouais, je me la pose aussi parce que, en fait, là, du baroque vers le classique, on va quand même vers une forme d'indépendance des compositeurs. Là où avant, on y est encore un peu, hein, on a des compositeurs de cours qui fonctionnent à la commande. Après, on a Mozart, enfin Haydn, Mozart, Beethoven, là, cette triade viennoise, qui sont fauchés, quoi, et qui, mais par contre, qui ne peuvent rien faire d'autre que ce qu'ils font, quoi. Donc, il me semble que c'est un petit peu relatif, d'une part, et d'autre part, ce qui va apparaître aussi, c'est un peu charnière là, au milieu du 18e, c'est l'apparition des concerts, des concerts publics, en même temps qu'on va apparaître les musées d'histoire naturelle, quoi. Et les salons. Et les salons. Là, je crois quand même qu'on va revenir avec Karine l'autre fois, parce que de toute façon, la façon de travailler maintenant, ça va être un peu comme ça, entremêlé, et en vous demandant, en vous sollicitant plus en mesure de votre envie, non? Mais bon, effectivement, quand même. Tu dis que finalement, le changement de la musique s'accompagne du changement de la science aussi. C'est-à-dire c'est la période où les grands rois Absolument. donnent des pensions à des types pour faire de la science. Absolument, c'est-à-dire il faut bien comprendre, c'est-à-dire c'est pas rien, c'est que les navires du Vatican naviguent avec des cartes coperniciennes et galiléennes au moment où on menace Galilée de le torturer et le tuer. C'est-à-dire c'est ça, ce monde-là, hein, c'est-à-dire plus clair que ça, impossible. Mais il y a quelque chose à quoi Norbert fait référence, c'est-à-dire c'est à l'adresse des. Pedro il fait référence à une musique plus, disons, diffuse, non, une production plus diffuse, qui est une musique qui ne s'adresse pas à un public humain. C'est-à-dire, il y a une musique dans les chants grégoriens, et une musique qui s'adresse à la divinité, qui met d'accord avec la divinité, n'est-ce pas, et qui ne cherche absolument pas à plaire, à séduire un public humain. Au contraire, c'est-à-dire, il cherche vraiment cette misère, non? Bon. Et là, on commence à voir effectivement ce qu'évoque Norbert, les deux niveaux, hein, c'est-à-dire c'est des époques un peu différentes, bien que se chevauchent. La musique des chambres, c'est-à-dire s'adresse à un petit groupe, des salons, etc. Et le concert, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'il y a eu un changement d'adresse. On s'adresse aux hommes. On veut plaire aux hommes. Hein? C'est-à-dire l'homme est né, il est consolidé, il est émergé, c'est-à-dire, et on veut plaire aux hommes. N'est-ce pas? Et bah, là, il y a quand même un changement de sujet. C'est-à-dire le sujet n'est plus la divinité avec laquelle on cherche à être en harmonie. Les sujets commencent à être de façon beaucoup plus claire l'homme. Au milieu, il y a ni plus ni moins que l'invention de l'imprimerie, la soi-disant découverte de l'Amérique, n'est-ce pas? Une puissance économique immense, non, des petits détails, non? C'est-à-dire la chute du deuxième empire romain de Byzance, bon, des petits détails comme ça qui préfigurent la consolidation de ce monde de l'homme. La consolidation. Alors, bon, comme il est 19h, voilà, moi je pense sincèrement que voilà, c'est excellent le travail de Norbert et Karine, on a qu'à les remercier vraiment. Et pour moi, c'est voilà, le premier point dans lequel on dit on passe vers un travail laboratoire. Alors, ce n'est que le début, hein, des laboratoires continus. Et on verra comment est-ce qu'on peut réarticuler, toujours avec cette forme d'avancée de façon spiralaire, hein. On va revenir avec l'époque de l'homme, etc. Parce qu'on va avancer doucement jusqu'à la crise de 1900. On va avancer doucement jusqu'à la crise de 1900.
qui est ce qu'évoque Karine quand elle dit les claviers viennent tempérer, mais les claviers viennent tempérer, c'est quoi? C'est les sciences de la modernité dominante qui explosent en 1900, n'est-ce pas? C'est-à-dire les premiers symptômes comme ça d'explosion, c'est en 1900. Et c'est là où ça serait intéressant de voir, d'un point de vue de la musique, d'un point de vue de l'art plastique, etc., qu'est-ce que ressent le compositeur, qu'est-ce que ressent l'artiste, qu'est-ce qu'il ressent pour dire là il y a quelque chose qui est épuisé, comme ce qu'évoque Norbert dans un passage aussi historique très important, quand on dit par rapport à Greco, non, il a tout fait. Mais c'est-à-dire quoi il a tout fait? Vous voyez, c'est-à-dire il faut explorer autre chose, non? Et faire de la peinture, ce n'est plus ça, non? Raphaël, pardon, par rapport à Raphaël, quand il disait par rapport à Raphaël, bon, après, bon, et vous corrigerez la guerre de Buffon, vous corrigerez entre qui et qui c'était. Voilà. Bon, mais écoutez, oui, par rapport à l'Italie, la France et l'Allemagne. Ah oui, oui. Il y avait bien une guerre, mais peut-être que ce n'était pas tout à fait. La guerre de France, c'est entre l'Italie et la France. Oui, et après l'Allemagne quand même. Bon, là. Bien. Alors donc... C'est marrant parce que c'est un peu la même chose que la querelle du coloris, mais c'est fin 17e la querelle du coloris. On en parlera la fois prochaine. Il y a un Mais la querelle du coloris, c'est saurez. vraiment en France. Hein, Et si vous voulez un tout petit peu jeter un coup d'œil sur des trucs qui vraiment sont à la base de ça, il y a effectivement le cours sur la perception de Simondon, celui-là, 64-65, qui est tout à fait là-dedans, parce qu'effectivement, ce que nous voulons comprendre aussi, c'est comment, ce qu'évoquait Karine en commençant, mais le beau. Hein? Le beau correspond effectivement à une production des organes cérébrales, hein, des perceptions, qui vont trouver beau ce que c'est coproduit entre les cerveaux et la matière, n'est-ce pas, de la beauté. Et sinon, effectivement, essayez de voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il veut dire Kant par l'esthétique transcendantale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut dire Kant dans cette hypothèse de que ce qui est présenté comme esthétique n'a pas besoin de médiation, n'est-ce pas, qui est abordable directement. Bon, merci de votre attention et à la prochaine.